Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Donc nous allons parcourir les 5 points que vous voyez à l'écran et commencer par rentrer un peu plus dans le pourquoi on a choisi d'aborder ce thème aujourd'hui. Effectivement, les grands risques, c'est un savoir-faire un peu spécifique d'ISCOPS pour lequel on nous sollicite, enfin, vous nous sollicitez assez souvent. Hein. Ça fait plus de 20 ans qu'on assure des demeures d'exception en France. Et la partie grand risque et château, c'est des risques tout à fait particuliers sur lesquels on a aussi appris avec le temps et avec ces 20 ans d'exercice en France, les spécificités de ces risques et de ces risques en France, en fonction des géographies aussi. Et donc l'objectif, comme dans toutes ces sessions de formation qu'on organise depuis maintenant un peu plus de 2 ans, c'est vraiment de vous former, d'essayer de partager des expériences et de bonnes pratiques et éventuellement les difficultés aussi qu'on peut avoir, à expliquer et à vendre la valeur de ce qu'on fait à nos clients. Donc voilà, j'espère qu'on va répondre à vos attentes par rapport à ça aujourd'hui. Et sinon, évidemment, n'hésitez pas à partager les difficultés que vous pouvez avoir pour qu'on puisse les traiter aujourd'hui ou dans un futur proche. Si on s'intéresse un peu plus spécifiquement aux besoins de nos clients privés, tels qu'on a pu les identifier sur des travaux qu'on a pu mener, alors, en fait, on identifie 3 types de besoins qui sont toujours un peu intéressants comme un prisme d'analyse des attentes de nos clients et à décliner aussi en fonction des spécificités de leur risque ou de leur situation. Donc en fait, on identifie d'abord en bas de la pyramide finalement les besoins primaires. Hein, comme tout un chacun, on a besoin d'avoir un toit sur sa tête et de l'assurer. Donc ça, effectivement, on peut le faire avec une MRH de base. Tout le monde va au moins avoir une MRH de base, mais un client privé, il va avoir des exigences par rapport à son stand de vie, son niveau de vie, ses actifs bien supérieurs en termes de service et de qualité de service. Et il va s'attendre à un retour en caisse sinistre beaucoup plus rapide à la normale, beaucoup plus indolore. C'est ce qu'on va essayer de lui offrir comme expérience client. Et donc, ce premier niveau de besoin, finalement, il se traduit par une exigence en termes de qualité de service supérieure pour le client privé par rapport à un client standard, j'ai envie de dire. Deuxième niveau, c'est un niveau réellement financier. Donc, ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est quand le client raisonne par rapport à un investissement financier, ou en tout cas un actif financier qu'il a, qu'il soit immobilier quand on parle du contenu de l'art ou des bijoux qu'il peut y avoir dans l'habitation. Et donc, il va pouvoir plus ou moins raisonner en termes financiers et en termes de retour sur investissement par rapport à la protection de ce risque. Et en fonction du profil de votre client, il sera plus ou moins sensible à cette partie-là. Sur des grands risques, il est évident que cette dimension financière, elle est beaucoup plus importante puisqu'on a vraiment une demeure d'exception qui est parfois un patrimoine historique, qui parfois en elle-même finalement une œuvre d'art. Et donc la probabilité de perte finalement est d'autant plus importante et sensible sur un grand risque que sur un risque normal, villa, appartement, même de son niveau. Et enfin, le dernier, last but not least, le dernier niveau de besoin qu'on peut identifier sur nos clients, c'est ce qu'on a qualifié de symbolique, mais qui en fait est bien réel. Hein, c'est l'attachement affectif, émotionnel au bien, et la symbolique aussi qui est reliée au bien, comme un accomplissement personnel, un héritage familial d'une communauté transmis et reçu de spécialistes et qu'on a envie de transmettre à son tour, ou de préserver aussi comme un patrimoine culturel national. Donc cette dimension, en fait, elle va aussi jouer sur les attentes du client et sur le fait qu'il va choisir ou pas tel ou tel assureur et que les garanties seront adaptées et qu'il aura l'impression de bien faire les choses ou de faire bien les choses comme ses pairs aussi assurés ou pas par ISCOPS ou par un assureur spécialiste de renom. Donc nous, ce qu'on veut, c'est aussi être clairement identifié comme l'assureur qui fait bien les choses, qui fait partie et qui peut se prévaloir d'une bonne réputation auprès de ces cercles de personnes qui ont envie de faire bien les choses.
Donc, un peu cette notion communautaire finalement et affinitaire du client richness and careful. Vous connaissez sans doute ce terme qu'on aime employer pour identifier les clients qu'on a envie d'assurer et qu'on a envie d'assurer dans la durée. Et d'assurer le mieux possible. Deuxième volet de cette identification de la valeur et peut-être de références qu'on peut partager avec vous pour mieux comprendre et adresser les besoins de nos clients. C'est si on raisonne par grand profil client, donc c'est très schématique, encore une fois, l'idée c'est pas de détailler chaque profil client, mais plus d'avoir des repères et un peu des caricatures, hein, donc elles ont la limite c'est la limite de cet exercice-là. On identifie 4 grands types de clients. Donc l'ultra riche, hein, l'élite financière, le gros maître du monde, donc les patrons du CAC 40, Pierre Berger par exemple, des personnes, voilà, des gens qui ont vraiment réussi, grands collectionneurs souvent, très érudits et élite financière. Tout ce qui est people, enfin, le segment des people sera plus des gens qui ont eu un succès individuel fulgurant finalement, souvent liés à leur carrière artistique ou sportive, ou qui sont plus rentiers. Là, on voit bien que le rapport aussi à l'argent et à la fortune est différent. Il est encore très différent des aristocrates, hein, où là, effectivement, les actifs sont hérités, hein, et il y a une volonté de transmettre qui est super importante pour ce segment. Et puis enfin, le bourgeois au sens large, actif, profession libérale, patron d'entreprise, qui finalement a gagné soit individuellement, soit de père en fils finalement son patrimoine et souhaite là aussi le faire fructifier, le développer, le transmettre, et souvent justement on peut avoir envie de ressembler à un ultra riche, ou en tout cas ou un aristocrate en fait, avoir envie justement de s'identifier aux 3 autres groupes, au moins ultra riche et l'aristocratie. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire finalement qui dans ces profils clients a des grands risques. Donc presque toujours, l'ultra riche et l'aristocrate ont un grand risque, donc hérité pour l'aristocrate, souvent acquis pour l'ultra riche, mais en tout cas avec cette notion de je veux cette demeure d'exception qui soit aussi finalement dans ma collection d'une certaine manière. Et donc là, on va avoir cette dimension symbolique finalement et de représentation qui va être super importante. Évidemment, moins souvent sur le people et encore peut-être plus rarement sur le bourgeois. Quand le bourgeois va le faire, ce sera justement aussi une motivation très forte de reconnaissance et ou de appartenance aux autres segments. Et en fait, si on essaye d'identifier, de prioriser, hein, encore une fois c'est schématique par rapport à donc 3 niveaux de besoins qu'on a vu avant, primaire, financier, symbolique, effectivement l'ultra riche, on pense que c'est d'abord le financier qui le préoccupe, puisqu'il est très aguerri, finalement il a des conseils aussi, un family office, souvent des intermédiaires qui gèrent finalement tous les aspects financiers. Donc c'est souvent l'intermédiaire finalement qui va chercher à comprendre la valeur financière du produit d'assurance. Il peut y avoir une dimension symbolique, mais souvent la valeur primaire, le besoin de s'assurer, d'avoir un service, etc., est moins prégnant parce qu'en fait il y a beaucoup de résidences et de toute façon il sait que ça va suivre. Donc le besoin primaire est peut-être moins sensible pour celui-là. Là où il sera par exemple, si je me concentre sur l'aristocrate, qui est le deuxième segment qui possède souvent de la demande d'exception, d'abord, c'est de la symbolique, hein, dans ce qu'on estime le plus prégnant, parce qu'on est dans un groupe affinitaire fort, parce qu'on veut faire bien les choses et les transmettre de génération en génération. Ensuite, il va y avoir un besoin primaire, parce que c'est souvent quand même la résidence principale et de toute la famille au sens large, voire de la fratrie. Et puis enfin, un besoin financier, parce que souvent dans ce segment de clients-là, les flux d'argent ne sont pas au même niveau que les stocks et que le patrimoine. Là où sur l'ultra riche, c'est pas du tout la même dynamique. Il peut y avoir beaucoup d'argent, de flux d'argent frais finalement, et la proportion entre l'argent frais et l'argent immobilisé dans la demeure n'est pas forcément la même. Donc le rapport aussi au coût de la prime par rapport à la surface du risque n'est pas du tout la même et n'est pas du tout perçu de la même manière. Donc c'est aussi important à avoir en tête quand on adresse finalement ces clients, leurs préoccupations, et quand on va leur expliquer, ou quand on va chercher à effectivement leur expliquer quelles sont les valeurs du produit d'assurance et ce qu'il va leur offrir pour bien valoriser les garanties ou les adapter vraiment à leurs besoins ou à leur sensibilité. Voilà sur la partie plus proposition de valeur. Si on va maintenant un peu plus sur les définitions des grands risques,
en termes de caractéristiques, on va nous identifier un grand risque à partir de 1000 m² environ et 5 millions de valeurs de reconstruction, donc effectivement château, manoir, monument historique. Ce qui est intéressant pour vous aussi, c'est d'avoir bien la distinction précise entre qu'est-ce que une classification monument historique. Donc, vous voyez à peu près un tiers. Donc, c'est vraiment un intérêt public du point de vue de l'histoire ou de l'art. On peut avoir une inscription monument historique ou être inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, donc qui sont deux classifications un peu différentes, mais qui sont importantes et qui ne sont pas à confondre avec l'inventaire général du patrimoine culturel qui, lui, n'impose pas de protection, ne donne pas d'avantages fiscaux particuliers et c'est un simple recensement. Pour identifier, donc on va se faire un peu plaisir avec des belles images, hein. La Villa Blue ou la Villa Kyrillos en bas, vous reconnaissez sans doute un certain nombre de châteaux, mais l'idée c'est aussi de vous montrer que c'est pas forcément que du château ou du manoir, ça peut aussi être de la villa beaucoup plus contemporaine ou en tout cas récente. Et en fait ce qui est intéressant c'est de vérifier, c'est très facile dans la base Mérimée, si la demeure est classée ou pas, et quel est son niveau justement de classement entre classé monument historique, inscrit monument historique ou inventaire supplémentaire des monuments historiques, puisque les obligations peuvent être différentes en fonction de ces cas. Alors, qu'est-ce qu'un risque à caractère historique et qu'est-ce qu'ils vont justement les caractériser, ils vont faire, quels sont les éléments spécifiques qu'il faut bien prendre en compte? Évidemment, ça va être tout ce qui est embellissement ou éléments historiques exceptionnels, donc les illustrations parlent d'elles-mêmes, hein. Boiserie, tenture, tout ce qui va être justement un peu immobilier par destination, hein, tous les embellissements vont être extrêmement importants au-delà du bâti lui-même, qui bien sûr pourra avoir des spécificités en termes de reconstruction, mais on va aussi avoir la partie aménagement extérieur, fontaine-bassin, beaucoup plus exposée, arbres. Il ne faut pas non plus oublier que c'est souvent des environnements exceptionnels, anciens marécages aménagés, vous voyez ici des falaises et autres, et que donc on va potentiellement avoir une sensibilité au risque, comme cette file-là Éfrusy sur le Cap Saint-Jean-Cap-Ferrat, voilà, l'exposition aux éléments naturels qui va aussi être plus ou moins forte et générer des risques particuliers. En termes de spécificité, donc effectivement, des grands bâtiments, donc vous voyez plutôt x5 par rapport à la moyenne clientèle privée, contenu art et bijoux seront aussi de fait plus importants, mais en proportion un peu moins plus importante que le bâtiment. Donc une proportion ensemble du contenu bâtiment qui sera un peu différente de ce qu'on observera sur des risques plus faibles sur de la clientèle privée, et donc une problématique d'équilibre aussi de la profitabilité de ces polices qui va être particulière, des sinistres moyens plus élevés, et donc pour nous la nécessité de pratiquer, et vous le savez, des franchises plus élevées qui vont nous permettre de payer des sinistres importants. Vous voyez 800 000 en dégâts des eaux, 1,5 million en vol, 2 millions en événements naturels, 10 millions en incendie, qui va être le péril probablement le plus rare mais le plus intense qu'on va régler, mais donc de payer, de pouvoir accompagner et régler rapidement et efficacement des grands sinistres sans être pollué par ce qui va être de l'ordre de la maintenance normale sur un grand risque. Quand on est en dessous de 7 500 € pour un château, voilà, réparer un bout de toiture, remplacer un arbre qui est tombé dans le parc, réparer une statue, finalement, c'est de l'ordre de la maintenance. Et du coup, si on veut avoir une assurance adaptée à des vraies problématiques d'assurance, c'est-à-dire par exemple des catastrophes naturelles, des incidents graves, des gros dégâts des eaux, des choses comme ça, l'équilibre de la police il passe aussi par ça pour pouvoir assurer ces risques efficacement et dans la durée. Si on regarde un peu plus en détail maintenant les spécificités, d'où elles viennent, de l'exposition aux événements naturels, de par la surface des risques et leur situation géographique, comme je le disais tout à l'heure et comme vous le voyez à nouveau ici, beaucoup plus d'orages, beaucoup plus les effets de la foudre, notamment avec des grands toits hauts et potentiellement de la ferronnerie dedans, donc des chapelles, des choses comme ça qui vont attirer la foudre, beaucoup plus d'inondations. La grêle sur un toit de château, évidemment, ça a un impact beaucoup plus important que la grêle sur une simple villa de 400 m².
L'incendie, on l'a dit, vous avez vu un exemple de sinistre à 10 millions précédemment que nous avons pu régler. L'incendie, ça, c'est effectivement ce qui peut aller très vite dans une demeure historique où il y a beaucoup de bois et surtout si elle n'est pas bien protégée. Donc ça, on y reviendra beaucoup, mais la détection incendie reliée est capitale sur une grande surface de bâtiment pour pouvoir identifier, agir vite et éviter que l'incendie se propage. Vol et vandalisme, lié à l'inoccupation ou l'occupation partielle du bâtiment, lié aussi potentiellement aux visites. Donc effectivement, dans les spécificités, l'ouverture au public et l'activité éventuellement commerciale, totale ou marginale vont générer des risques spécifiques. Les travaux, souvent nécessaires, pour maintenir, mettre en conformité, mais qui vont effectivement augmenter fortement la sensibilité et la probabilité d'incendie en particulier, mais aussi de dégâts des eaux et de casse accidentelle en général, ou de vol. On a évoqué tout à l'heure le caractère affectif, sentimental, émotionnel. On peut aussi parler d'un risque d'image, que ce soit pour les propriétaires, qui va les rendre aussi plus sensibles à bien faire les choses, à être bien assurés. C'est-à-dire que moi, héritier, ou moi, acquéreur de ce château qui est extrêmement regardé par les voisins, les habitants, la municipalité, ben, effectivement, c'est important de bien l'assurer, de bien maintenir. Et nous, assureurs, on est aussi plus exposés si on règle mal un sinistre sur une demeure historique très connue et reconnue du grand public. Avec, voilà, donc troisième spécificité, des gros sinistres, effet de taille, on l'a évoqué. La concentration, vous voyez, par exemple, le château du haut entouré d'eau, forcément, si l'incendie se déclare, on commence au milieu du château, forcément, on a des chances que tout brûle potentiellement plus facilement, avec des critères aggravants comme les matériaux, le combustible, la verticalité. En plus, on est concentré avec plusieurs étages et plus l'incendie ou le dégât des eaux, en votre sens, vont faire des dégâts sur le bâtiment, voilà, qui rejoint le problème de circonscription du péril et aussi de la difficulté de réparation, des délais longs, des intervenants spécialisés, des matériaux rares. Et donc tout ça, ça fait que quand il faut trouver les artisans, les compagnons qui sont sur des chantiers partout en France et qu'il faut les attendre pour réparer, potentiellement, il y a aussi une problématique de sauvegarde du bâtiment et de bien prendre les mesures qu'il faut en attendant qu'on puisse faire les travaux cibles. Dans cette section 4, je vous propose une vue un peu plus par péril. Donc l'idée, c'est de parler plus spécifiquement des protections adaptées à chacun des périls à chaque fois. Donc de faire un peu le tour d'horizon comme ça des différents périls. Donc concernant l'incendie, c'est toujours un peu les mêmes causes qu'on soit dans des grandes demeures ou dans des demeures normales. Donc le plus souvent d'origine électrique, on a parlé on a fait une précédente formation sur l'incendie. Et évidemment, toujours la malveillance ou la négligence, évidemment pas intentionnelle, mais une bougie qui reste allumée, une lampe qui est oubliée, etc. L'accumulation de triplettes, en fait, de prises les unes sur les autres, etc. On peut rappeler aussi, voilà, une spécificité d'un grand château haut, c'est forte charge calorifique. Donc là aussi, si le chauffage est poussé au maximum avec un hiver un peu plus rude, avec des installations pas forcément adaptées, chauffage d'appoint et autres, il peut y avoir surchauffe en effet et incendie. Donc important, là on a évoqué les diagnostics, donc j'ai aussi découvert ces thèmes de Q4, certificat Q4 ou Q18, je ne sais pas si vous êtes familier avec ces certificats qui sont donnés Q4 donc pour l'ensemble de l'équipement et de la maintenance des extincteurs, donc de tous les dispositifs mobiles d'extinction d'incendie, ou Q18 pour l'ensemble de l'installation électrique. Et notamment avec des techniques de thermographie ou autres, on peut bien diagnostiquer de l'installation électrique, et notamment est-ce qu'elle est aux normes ou pas, et est-ce qu'elle peut générer des risques, et quels sont les points sensibles de l'installation électrique. Donc le diagnostic et le certificat Q18 va préciser tout ça. Et donc ce qui va être important et que nous allons imposer, et on pas transiger sur ça parce que notre expérience prouve que c'est très efficace et indispensable et complémentaire aussi de la surveillance. Souvent on nous dit non mais il y a un gardien donc j'ai pas besoin d'une détection incendie reliée à une centrale de télésurveillance. Nous on dit ici il faut une détection reliée
Pourquoi il faut qu'elle soit reliée? Parce que même si vous avez un gardien, il arrive de dormir, il arrive de faire autre chose, il n'est pas systématiquement et à tout moment dans tous les endroits du château, et même s'il fait des rondes, un incendie en 5 minutes, ça se propage très rapidement. Et puis, s'il intervient même sur un incendie qui s'est déclenché, il peut aussi lui-même se mettre en danger. Il n'y aura pas de relais si, par exemple, il s'évanouit dans les fumées. Donc c'est aussi important qu'il y ait un relais qui soit pris et que les pompiers soient aussi appelés en parallèle de l'intervention des gens qui peuvent être sur place. Donc il y a plein de bonnes raisons, je ne vous les liste pas toutes, vous en connaissez sans doute un certain nombre, et nos souscripteurs pourront vous aider à les rappeler. Dans les bassins incendie, j'explicite aussi la RIA, c'est les robinets d'incendie armés qu'il peut y avoir, donc c'est effectivement des bornes d'incendie que vous pourrez trouver sur un domaine, notamment quand c'est un château ou une demeure historique, qui vont aussi nécessiter une maintenance particulière et particulièrement adaptée. Sur tout ce qui est foudre, donc effectivement, grand château, grand toit, chapelle, vous voyez ici un paratonnerre. Donc le paratonnerre est obligatoire pour les châteaux, surtout dans les zones à fort niveau chéronique. Quand il y a paratonnerre, il faut un parafoudre adapté, type fusadé, il a été mentionné ici. Ce qui est un peu frustrant avec tout ce qui est foudre, c'est que les dispositifs qu'on va demander et même imposer sont jamais efficaces à 100%. C'est-à-dire qu'ils sont nécessaires mais pas suffisants, et souvent le parafoudre va éviter effectivement que la remontée de la foudre et du champ magnétique se fasse dans l'installation électrique, et donc touche l'ensemble du bâtiment et puisse faire brûler une partie ou une autre de l'installation électrique, mais elle ne va pas empêcher les champs magnétiques d'agir indépendamment de cette remontée. Donc il pourra se produire quand même, malheureusement, qu'il y ait des incidents liés à ces champs magnétiques et ou que la foudre tombe à côté du paratonnerre. Même s'il y a un paratonnerre sur le plus haut point du château, c'est toujours assez imprévisible, la foudre elle peut tomber à côté. Donc ça va prévenir, ça va être nécessaire, mais pas forcément suffisant malheureusement. En tout cas, on pourra quand même imposer parafoudre et paratonnerre dans les zones chéroniques importantes, donc il y a des cartes assez faciles à trouver là-dessus. Et c'est des choses que de toute façon on va pouvoir instruire dans la souscription. Sur tout ce qui est maintenant inondation et catastrophes naturelles, donc on vous montre deux châteaux victimes comme Chenonceau et Vaux-le-Vicomte en juillet dernier, des grosses crues qu'on a connues en région parisienne. Exposition spécifique des parcs et jardins, avec des bassins, avec des statues ornements qui vont pouvoir, des douves, des perrets qui vont aussi être portés par des inondations. Donc là, il y a eu des expériences un peu particulières et difficiles en juin dernier. Voilà, avec aussi tous les sujets liés au gel qu'il faut savoir prévenir. Donc des dispositifs de prévention comme les pompes de relevage, limiter le stockage en sous-sol, enfin vraiment souvent beaucoup de bon sens. Mais aussi, là aussi, des équipements électroniques maintenant qui fonctionnent bien, comme les détections de fuite, reliées aussi aux télésurveillances, ou des disjoncteurs d'eau pour les alimentations importantes, qui sont maintenant monnaie courante et des pratiques habituelles dans les locaux industriels ou commerciaux de grande taille. Effectivement, on voit de plus en plus de propriétaires avisés installer des disjoncteurs d'eau dans leurs grandes propriétés, notamment quand il y a beaucoup d'inhabitations ou que on ne surveille pas l'ensemble du bâtiment H24 en permanence. Donc pour le gel, calfeutré, évidemment, pratique connue. Sur tout ce qui est vol, important de bien prévenir qu'en particulier, il y a visite. Donc, il y a vous aurez accès à la présentation sur notre site. Donc je ne détaille pas forcément tout pour pouvoir boucler un peu dans le timing. Vous pourrez y accéder sur notre espace documentaire dans l'espace courtage sur iscox.fr. Les travaux, petit zoom quand même important. Là, vous voyez le château de Ménières-en-Bray qui a brûlé suite à une négligence d'un couvreur. Donc, oui, en effet, les travaux, c'est souvent le travail par point chaud qui peut générer un incendie, mais aussi un mégot de cigarette égaré, ou des produits chimiques qui interagissent et qui sont mal protégés. Donc effectivement, bien demander systématiquement le permis feu pour les intervenants en cas de travaux, maintenir les lieux propres, inspecter tous les jours des travaux dans des grands risques comme le château que vous voyez là, les extincteurs bien sûr à proximité
s'il y a des travaux de grande ampleur. En termes d'assurance, là aussi, très attention aux RC professionnels et décennales des intervenants. Que les montants soient suffisants, donc bien avoir des attestations et les lire, qui soient en vigueur évidemment avant le démarrage des travaux, assurance dommage ouvrage obligatoire dès qu'on touche à la structure, et la risque chantier fortement recommandée, notamment avec une protection des existants, l'option de protection des existants qui va être offerte ou pas. Donc important de regarder, le diable est toujours un peu dans les détails là-dessus, que la risque chantier couvre bien ça, mais ce sera une protection complémentaire efficace quand il y a des gros travaux dans un château, ce qui ne manque pas d'arriver régulièrement. Gardiennage et maintenance, très important de bien distinguer, parce que souvent c'est un point important. Un simple accord amiable d'un voisin, un préposé qui n'habite pas sur les lieux, mais qui vient sur une périodicité précisée et contractuellement convenue, un gardien qui réside à domicile mais qui est seul par exemple, et quelles sont ses obligations, est-ce qu'il a droit à des vacances, est-ce qu'il a droit de s'absenter, combien de temps, etc. Et une société de gardiennage avec un engagement de surveillance 24/7 ou un relais qui peut être pris. Donc là, effectivement, ces 4 niveaux sont très différents en termes de protection. Attention à ce qu'ils soient bien adaptés au risque, à bien recommander, à bien faire préciser, surtout à ce qu'ils soient bien maintenus dans la durée. Souvent, on souscrit une situation donnée et on mentionne effectivement un dispositif de gardiennage donné. Et puis, dans le temps, ça évolue parce que la vie fait que c'est pas forcément maintenu ou ça peut changer. Donc là, nous, vraiment, on recommande pour des risques de 5 à 10 millions, les niveaux 1 et 2, enfin plutôt 2 et 3, je vais dire, vont pouvoir être adaptés. Le niveau 2 est le plus fréquent, mais pourra être adapté avec des protections électroniques en complément, comme la détection incendie reliée, qui va permettre de relayer le préposé et ou de l'alerter quand il sera pas sur place. Pour des risques de plus de 10 millions, on va en général dans des niveaux 3 ou 4, là aussi avec les bonnes protections électroniques en complément et en synergie. Du point de vue de la souscription, on aura fait notre tour d'horizon avec cette dernière slide. Notre philosophie d'assurance à la valeur en fonction de la nature du risque, valeur de reconstruction à neuf pour le bâtiment. On pourra avoir de la vétusté déduite pour les dépendances, il y a une petite coquille sur cette slide. On pourra s'adapter aussi pour le coup et prendre du premier risque en fonction du sinistre maximum possible, SMP, ou du sinistre raisonnablement escompté, donc les analyses qu'on pourra faire. Effectivement, je parlais de la verticalité tout à l'heure, plus on est sur un bâtiment concentré, unique, avec une forte verticalité, plus le sinistre maximum possible, c'est la totalité du bâtiment avec un incendie par exemple. Plus on a différents bâtiments dispersés, moins on a le risque que tout brûle ou s'effondre ou subisse un dégât des eaux en même temps. Et donc plus on pourra, dans une bonne logique de protection et d'optimisation de la couverture, être en premier risque. On souscrira, vous l'avez compris, par rapport aux garanties qu'on veut donner, des risques en bon état, bien maintenus, bien protégés, donc avec là aussi des logiques de flux versus stock, ce que je disais, il faut que l'argent frais finalement capable de maintenir et entretenir le bien soit en rapport suffisant par rapport à l'étendue finalement du patrimoine et des surfaces à protéger, pour que l'assurance ne soit pas un contrat de maintenance en fait, et puisse bien être là pour faire face à l'imprévu et pas autre chose. Et donc des franchises plus élevées, vous savez, sur ces risques-là, on va travailler avec franchise de 7 500 € pour des châteaux, ou franchise plus élevée, je vous le montrais tout à l'heure, la moyenne c'est 4 500 € sur ces risques de valeur de reconstruction, en moyenne de 5 millions. Voilà donc pour cet exposé un peu dense et rapide, je vous prie de m'en excuser, mais c'est l'exercice du webinaire, donc je ne sais pas si vous avez des questions, donc vous pouvez poser à l'oral avec le dièse 50 sur votre téléphone, ou par écrit dans la boîte dialogue en direct. Peut-on recevoir la présentation sous format PDF? Donc je pense qu'on pourra vous l'adresser. Sinon, je vous redis qu'elle est sous iscox.fr dans l'espace courtage, en centre de documentation. Elle sera adressée, donc on vous l'adressera directement, donc pas de problème, vous la recevrez puisqu'on a les emails de tous les inscrits aujourd'hui. Et si vous avez des commentaires ou des remarques, Isabelle va vous poster, je crois, directement sur vos écrans un sondage, donc qui va nous permettre d'avoir vos feedbacks et d'améliorer ces présentations-là. Si vous avez besoin ou envie qu'on aborde de certains thèmes dans le futur, dans nos prochaines présentations, vous êtes bienvenus. N'hésitez pas à le faire.
Au programme en janvier, février, donc je crois que la date reste à caler. À nouveau, une intervention, donc à chaque fois vous avez une invitation pour une formation présentielle chez nous à Avenue de l'Opéra ou un webinar. Donc la prochaine sera sur le soutien psychologique et l'assistance et les garanties qui sont incluses dans notre assistance, qui sont aussi importantes. On parlait des besoins primaires pour donner la qualité de service qu'on veut donner. Donc on fera intervenir nos chers partenaires de Mutuelle et nos prestataires d'assistance psychologique pour partager là-dessus. Merci Jacques pour votre feedback et à très bientôt donc. Et merci pour le sondage que vous allez voir s'afficher sur vos écrans. Donc si vous voulez bien le remplir en ligne, ça nous est très précieux. Merci à tous.